Aujourd'hui, on va s'offrir une scie sauteuse. On va rajouter cet outil dans l'atelier. Eh bien, on va aller dans une grande surface de bricolage. On va choisir en fonction de divers paramètres. Je vous expose ces paramètres. Il est toujours délicat de choisir son nouvel outil et quand on voit tous les produits qui nous sont proposés dans les grandes surfaces de bricolage, quand on est devant le rayon, eh bien on se demande un petit peu comment choisir. Mais pour cela, on retourne dans l'atelier. Nous voilà de nouveau en sécurité dans l'atelier. Alors, je vous parlais de quelques critères, je vous expose le tout premier et qui à mon sens est le plus important, c'est quel usage avez-vous de votre scie sauteuse? Est-ce occasionnel? Est-ce un usage fréquent ou un usage intensif? En fonction de cela, on va choisir dans la gamme. Et forcément, si c'est un usage occasionnel, on prendra un premier prix. Si c'est un usage fréquent, on utilisera une machine adaptée à nos besoins. Et si c'est un usage intensif, on prendra du matériel qui se rapproche, en tout cas, vers le professionnel. Le deuxième point, c'est important, c'est la puissance de la machine. Il faut savoir que quand même, ça peut osciller de 380 watts jusqu'à 700, 800 watts peut-être dans certains cas. Plus la puissance sera faible, plus ce sera adapté à des petits projets. Il n'est pas question de commencer à scier une plaque de métal de 1 cm d'épaisseur avec une machine de 380 watts, ce sera tout à fait impossible, ou vous aurez un résultat complètement désastreux et la machine brûlera avant d'arriver aux premiers 50 cm. À partir de 600 watts, on peut espérer commencer à travailler sérieusement dans l'ébénisterie, dans la menuiserie, etc. Avec une machine plus puissante, vous aurez droit à une rapidité plus accrue et, quoi qu'on en pense, aussi une augmentation de précision. L'un des critères assez importants, c'est aussi de voir si votre machine dispose d'un système pendulaire. Effectivement, ce système permet de jouer sur la pendularité de la lame. Alors, je vous explique brièvement. En fait, si vous n'avez pas de système pendulaire, la lame va fonctionner de haut en bas, tout simplement. Je vais exagérer le mouvement pour que vous compreniez bien. En système pendulaire à fond, ça va travailler de cette façon-ci. Les avantages, c'est que vous allez augmenter la précision de votre travail et surtout la rapidité. Souvent, elles sont munies de divers niveaux, comme vous pouvez le voir ici. Pendulaire réglé à 0, tout à fait adapté pour tout ce qui est métal, plexiglas. Il est hors de question de travailler du plexiglas en utilisant cette petite option. Et vous avez plusieurs graduations et le mouvement de nouveau sera plus ou moins important en fonction de votre réglage. Quand vous travaillez de manière intensive avec votre scie sauteuse, il est intéressant aussi d'avoir ce système pendulaire pour le bois, je le répète, afin de préserver la durée de vie de la lame. C'est un paramètre assez important, les lames ne sont pas bon marché, surtout celles qui sont de bonne qualité. Ensuite, il faut regarder aussi à l'ergonomie. L'ergonomie, c'est très important, c'est la façon dont vous allez pouvoir la maintenir en main. Est-ce que les boutons tombent bien sous vos mains? Est-ce que vous pouvez faire les réglages d'une main? Est-ce que le poids n'est pas trop handicapant pour vous? Ça, c'est une question de goût et le mieux, c'est de l'avoir en main et de pouvoir la tester. Un autre critère est de savoir s'il existe un variateur sur votre scie sauteuse, celle que vous avez choisie. Il faut savoir que pour un bon résultat sur du bois, on sera en puissance maximale et on adaptera forcément vers une puissance bien moindre, une vitesse, pas une puissance, une vitesse bien moindre pour tout ce qui est métal et plexiglas. Dans le cas présent, ça se présente une petite molette comme ça. Il faut aussi tenir compte, et de manière très sérieuse, de la disponibilité des lames. Il existe le petit système T, je vous mets la photo ici à côté, et il existe le système U. L'un et l'autre se valent, ça n'a pas vraiment d'importance, mais il faut être certain de trouver
c'est consommable dans le futur. Sinon, la machine sera dédiée à la poubelle, malheureusement. Au niveau des lames, vous allez également trouver dans le rayonnage de grande surface ou chez votre spécialiste, vous allez trouver des gammes monstrueuses, soit de marque, de type. Pour le bois, par exemple, il existe spécifique mélaminé, pour bois fin, pour bois dur, pour bois raboté pour des coupes brutes, etc. En général, les emballages sont très explicites, donc ça vous montre bien sur l'emballage le type de bois, ici en l'occurrence un stratifié ou un mélaminé, comme disent certains. Très important aussi quand vous changez la lame, surtout, tu débranches. Et je rigole pas avec ça. Nous allons à présent parler des derniers critères. Les critères suivants sont l'aspiration, la qualité du patin et le système de fixation de la lame. Comme vous pouvez le voir ici, le système d'aspiration est un petit peu bancal et pas tellement pratique. Pour le reste, l'ergonomie est correcte, variateur de vitesse. Par contre, le système de fixation de lame est fait avec des vis à laine, c'est un peu problématique. Le patin, lui, est pas mal. Comme Makita, même système avec une vis à laine. J'aime pas ce système, on perd rapidement les vis. Le patin, lui, par contre, est juste parfait. Chez Black & Decker, système rapide de chargement de lame. Ils ont un patin correct, on va dire. Ils ont un système de sélection par pictogramme. Ça peut aider pour les bricoleurs débutants, pourquoi pas. Par contre, chez Bosch, le patin, j'apprécie pas du tout. Je le trouve complètement difforme et l'accession au changement de lame est assez délicat. Et la course est très faible, comme vous le voyez. Ils ont le système pendulaire. Par contre, ils ont ce petit système de soufflerie qui permet d'effacer la poussière face au trait. Ça, c'est pas mal. Et une aspiration intégrée. Ici, le système est facile. Ils ont la polarité forcément. Et le patin, pour moi, est juste parfait. Une sorte de téflon comme ça. C'est assez bizarre comme matière. Et un carter en métal. Je vais terminer avec les petites options qui sont pas forcément indispensables, mais qui peuvent apporter un petit plus, comme par exemple un petit éclairage. Sur cette machine, nous avons un petit éclairage ici qui donne un peu de lumière pour éclairer le travail. Après, je travaille pas dans le noir habituellement, donc c'est pas vraiment un critère indispensable. Une autre petite option est un guidage laser qui vous donne l'axe dans lequel vous êtes en train de partir. C'est pas non plus indispensable. Un qui doit être pas mal, mais celle-là ne bénéficie pas de ça, c'est une petite soufflerie qui souffle la poussière au niveau du trait de coupe. Ça permet vraiment d'avoir une bonne vision sur la ligne à suivre lors de la découpe. Une autre option aussi qui est à tenir en compte, mais qui vraiment ne sert pas très souvent, c'est la coupe à onglet, donc c'est-à-dire la coupe à 45 degrés, voire des degrés réglables. C'est pas vraiment avec une scie sauteuse que je fais ce genre de travail, j'utilise d'autres outils pour ce genre de travail de précision. Alors en guide de conclusion, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi finalement ce modèle. Il y a plusieurs raisons. La première raison est son ergonomie. D'abord, elle me tient bien en main, elle me va bien, je l'ai vraiment bien en main. J'ai eu l'occasion de la tester dans diverses situations et pour moi c'est parfait. Ensuite, je me suis posé la question essentielle, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais m'en servir une fois sur l'année ou est-ce que je vais l'utiliser régulièrement? Eh bien, je suis un bricoleur, amateur certes, mais j'aime bien avoir de bons outils qui vont me rester dans les mains bien longtemps. Autre critère qui m'a fait sélectionner cette machine, c'est une puissance de 750 watts. On prend par exemple la Bosch, la 900 PEL, on pourrait croire qu'elle est à 900 watts, mais c'est complètement faux, elle est à 600 watts. Donc celle-ci était largement plus puissante pour un coût moindre, un peu moindre. Juste un peu. Elle dispose du système de polarité qui pour moi, à mon sens, est indispensable. Elle a un patin complètement merveilleux. J'adore ce patin qui ne griffe pas le bois et vraiment très bien. Elle a un système d'aspiration qui est là, qui tient quand même pas mal. Donc ça c'est quand même un critère aussi. Et un énorme critère, c'est 5 ans de garantie. En fait, le constructeur offre 3 ans de garantie. Après inscription sur le site internet du fabricant, vous obtenez gratuitement 2 ans supplémentaires de garantie. C'est pas négligeable, ça vous fait quand même 5 ans, ce qui est pas courant dans le domaine. Et en plus, c'est en échange standard. Elle me brûle dans les mains, je vais au magasin, on me l'échange directement.
Bon, bien évidemment, si vous avez un usage vraiment high level professionnel, vous allez vous orienter vers des machines d'un tout autre type. Forcément, ces machines vont fonctionner peut-être parfois quasi 8 heures par jour. Elles vont passer dans des mains de divers collaborateurs. Donc là, il faut aller vraiment sur du matériel professionnel. Là, je citerai DeWalt, Festool, Milwaukee ou ce genre de marque Bosch Bleu par exemple aussi, qu'on appelle Bosch professionnel en fait. Il est bon à savoir aussi qu'il existe d'autres types de scie sauteuses, ce qu'on appelle les modèles champignons, qui ont tout à fait une autre forme. Je vous mettrai une photo ici à côté aussi. J'ai pas vraiment eu l'occasion de m'en servir réellement, donc je peux pas comparer objectivement. Donc j'ai eu l'habitude avec ce genre de machine, donc je suis donc resté sur ce genre de modèle. Bon à savoir aussi, ceci a un fil. Forcément, pour l'alimenter. Il existe à présent moult modèles avec batterie, qui fonctionnent sur batterie. Ça vous donne quand même une certaine liberté dans vos travaux, surtout si vous êtes sur un chantier où vous n'avez pas d'électricité. Sans électricité, ce genre d'engin forcément est réduit à néant, donc la batterie forcément ça aide bien. À condition bien sûr d'avoir pas mal de batteries devant vous, parce que ce sont des machines qui consomment pas mal. C'est pas comparable du tout à une visseuse. Mais ça, nous verrons dans une prochaine. Tu as apprécié la vidéo? Eh bien clique partout, tu t'abonnes, tu likes. Tu cliques partout, tu partages, tu fais tout ce que tu as envie, mais tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu cliques. Bonjour, bienvenue dans la Minute Culturelle. Alors il faut savoir qu'un certain monsieur qui s'appelait Albert Kaufmann, était ingénieur chez Scintilla, en 1946, a eu l'idée extraordinaire, saugrenue, ce sera selon, de placer une lame de scie sur une machine à coudre. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Un an plus tard, le brevet était déposé. C'est en 1947 que la production a été lancée, destinée bien sûr au départ à des professionnels de l'usinage du bois. En 1954, la firme Bosch, la firme bien connue qui existe toujours, a racheté cette firme qui s'appelait donc Scintilla et a proposé des machines tout public dès 1960. Dès 1967, tous les grands fabricants de l'époque ont proposé dans leur gamme une scie sauteuse telle que nous la connaissons à peu près aujourd'hui. Passant 1967, très grand truc. Il aura fallu attendre 1989 pour que Bosch invente le système One Click. Il suffit de déposer la lame et elle tient. C'est merveilleux, non? Voilà, j'espère que vous avez appris un petit quelque chose et je vous dis